18h10 à Alger. Madame, Monsieur, bonsoir. Soyez les bienvenus dans ce 24 heures Afrique à la une de l'actualité. Le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, poursuit sa tournée au Maghreb. Il est arrivé hier soir à Nouakchott, capitale mauritanienne. L'Algérie et l'Allemagne renforcent leur coopération bilatérale. Le partenariat énergétique se veut le ciment de cette collaboration. Et la CEDEAO ne cache pas son inquiétude quant aux crises qu'elle traverse au sein du bloc, notamment le report des élections au Sénégal. L'organisation appelle Dakar à maintenir la date officielle des élections. Le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, est arrivé à Nouakchott en qualité d'envoyé spécial du président de la République, porteur d'une lettre du président Abdelmadjid Tebboune à son homologue de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, et a fait savoir un communiqué du ministère des Affaires étrangères précisant, je cite, « Cette visite s'inscrit dans le cadre des traditions de contact continu et de concertation régulière entre les dirigeants des deux pays frères en vue de renforcer la dynamique positive que connaissent les relations algéro-mauritaniennes pour assurer leur pérennité et leur succès, œuvrer en faveur de la paix et de la stabilité sur le plan régional. Je suis venu aujourd'hui en tant qu'envoyé spécial portant un message de la part du président Abdelmadjid Tebboune à son frère, son Excellence le président Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani. Les dirigeants de nos deux pays frères qui sont animés par la même volonté de renforcer les relations algéro-mauritaniennes et les porter au plus haut niveau. Ils partagent le même intérêt quant à la participation au soutien de la paix et la sécurité dans notre région et notre voisinage. وفي جوارنا الإقليمي بقدر اعتزازنا بهذه النقلة النوعية. De la même façon que nous sommes fiers d'avoir réalisé ce saut qualitatif au niveau de la coopération et du partenariat entre nos deux pays frères, nous accordons la même importance à ce qui nous entoure au vu des tensions au sein de notre environnement régional perturbé, mais également envers les développements dangereux que connaît la cause palestinienne. Dans ce sens, et dans le cadre des positions de principe et des orientations hétérogènes de nos deux pays frères, étant donné qu'ils sont deux pays de stabilité et de sécurité dans une région proie à l'instabilité et l'insécurité, l'Algérie et la Mauritanie œuvreront à densifier leurs efforts afin de peser positivement sur l'évolution de la situation dans le bien de tous les pays de la région. L'Algérie et l'Allemagne comptent renforcer leur coopération énergétique et stratégique. Robert Habeck, vice-chancelier allemand, s'est rendu à Alger. Sa visite a pour but de renforcer les relations bilatérales entre Alger et Berlin. Les deux parties se sont félicitées des dispositions prises lors des entretiens bilatéraux. Safouane Ben Sabri. Dans le cadre du renforcement du partenariat stratégique entre l'Allemagne et l'Algérie, le vice-chancelier allemand et ministre de l'économie s'est rendu à Alger. Il s'est entretenu avec le président algérien Abdelmadjid Tebboune ainsi qu'avec le ministre de l'énergie Mohamed Arqab. Robert Habeck a tenu à saluer les efforts du président de la République et du gouvernement dans les domaines économiques et énergétiques. Cette visite est une visite de travail consacrée à la coopération dans le domaine économique et énergétique, d'autant plus que l'Allemagne et l'Algérie, ainsi que les pays qui leur sont proches, comme l'Italie et l'Autriche, peuvent réaliser de très grands projets en vue de faire naître un nouveau monde énergétique. Le gouvernement fédéral souhaite remercier le gouvernement algérien pour avoir augmenté ses approvisionnements lorsque ceux provenant de Russie n'étaient plus disponibles. L'Algérie bénéficie par ailleurs d'un potentiel énergétique hors hydrocarbures non négligeable, notamment en matière d'exploitation de l'hydrogène vert. L'Algérie a d'énormes potentiels dans ce domaine et il existe un gazoduc sous-marin reliant l'Allemagne à l'Algérie et donc l'infrastructure de base est déjà disponible. Mohamed Arqab, ministre de l'énergie et des mines, a déclaré que l'Algérie ouvrait la voie à de nombreux nouveaux projets
visant à développer l'hydrogène en Algérie. Ce démarrage en compagnie du gouvernement allemand dans le développement de l'hydrogène en Algérie sera suivi de beaucoup d'autres projets visant à produire de l'hydrogène en Algérie ainsi que sa commercialisation vers l'Allemagne et l'Europe, via le corridor qui est actuellement en phase d'étude entre l'Allemagne, l'Autriche et l'Italie, la Tunisie et l'Algérie. Le ministre algérien de l'énergie a d'ailleurs fait état de la préparation de la réalisation d'un projet expérimental entre l'Algérie et l'Allemagne pour la production de l'hydrogène vert, Arzeo, dans l'ouest du pays. À l'heure de la redistribution des cartes énergétiques sur la scène géopolitique, cette coopération algéro-allemande permet aux deux parties d'établir un partenariat gagnant-gagnant tourné vers l'avenir. De son côté, le groupe Sonatrach a annoncé jeudi la signature d'un contrat d'approvisionnement en gaz sur le moyen terme avec le groupe allemand VNG. À cette occasion, les deux chefs d'entreprise algériennes et allemandes se sont félicités de la signature de ce contrat qu'ils qualifient d'historique, affirmant qu'il jette les bases d'une relation de confiance en matière d'approvisionnement et ouvre de nouvelles perspectives et renforce le partenariat énergétique germano-algérien. Les ministres des Affaires étrangères des pays membres de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest se sont réunis en urgence hier jeudi à Abuja, au Nigeria. Une rencontre consacrée aux multiples crises que laquelle fait face la région sécuritaire et politique, notamment le retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger du bloc ouest-africain. Et sur ce point, justement, la CEDEAO, qui en 50 ans d'existence n'a pas connu de crise aussi profonde, a réitéré son appel aux trois pays à renoncer à leur départ et par la même occasion à refuter l'argument avancé par les trois pays quant à la raison qui les a poussés au départ, à savoir les lourdes sanctions imposées aux gouvernements de transition qui ont pris le pouvoir suite à des coups d'État. Cette intention des trois pays, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger, de quitter la CEDEAO entraînerait davantage de difficultés et causerait davantage de tort aux citoyens ordinaires de ces trois pays. Ce n'est pas une bonne chose. La CEDEAO est allée plus loin que beaucoup d'autres régions d'Afrique en termes d'intégration. Ainsi, le nombre de citoyens des trois pays vivant dans le reste des pays de la CEDEAO, même dans ce bâtiment, le nombre de personnes de ces pays qui travaillaient dans la CEDEAO, sans parler du mouvement continu des personnes, de la migration saisonnière partout dans la région, ce sont toutes des choses que vous ne pouvez pas défaire du jour au lendemain. Donc, vous savez, cela prend plus que des déclarations. Aux côtés du retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger, la CEDEAO s'est également penchée sur la crise politique au Sénégal. Dans son discours introductif, Omar Alieu Touraï, le président de la commission de la CEDEAO, a qualifié la crise sénégalaise, je cite, de développement inquiétant, avant d'appeler les pays membres à rester unis. L'organisation a par ailleurs appelé Dakar à respecter son calendrier électoral initial. Cette annonce qui a effectivement reporté l'élection présidentielle a été suivie de l'adoption à l'Assemblée nationale d'une résolution fixant l'élection présidentielle au 15 décembre 2024. Excellence, ces événements qui se déroulent dans la région posent des défis qui risquent de menacer la stabilité de nos pays. Cette session extraordinaire du MCC vous invite donc à examiner d'un œil critique les mémorandums suivants. Le mémorandum sur l'intention du Burkina Faso, du Mali et du Niger de se retirer de la CEDEAO, avec un mémorandum supplémentaire sur les implications plus larges du retrait. Le deuxième est le mémorandum sur les élections dans les États membres avec une référence particulière, un accent particulier sur les élections reportées au Sénégal. Justement, ce report annoncé à la dernière ligne droite du départ pour la campagne présidentielle ne rassure pas les Sénégalais qui voient une violation de la tradition démocratique de leur pays. D'ailleurs, l'opposition et la société civile n'ont pas tardé à appeler à la mobilisation générale. Le point avec Amel Amziane Zitouni. Moins de 3 semaines avant l'élection présidentielle du 25 février 2024, le Parlement sénégalais a acté lundi 5 février son report au 15 décembre.
scellant ainsi une prolongation du mandat du président Macky Sall, ce qui a provoqué le mécontentement des Sénégalais et l'inquiétude de la communauté internationale. Il n'y a qu'une seule date, le 25 février 2024. Nous ne négocions pas, nous ne discutons pas, nous ne reportons pas. Vous savez ce qui est le plus choquant aussi, c'est que le président sénégalais Macky Sall n'a pas seulement repoussé la date des élections, il a dit que pendant cette période, il resterait le président de ce pays. Nous, candidats de l'opposition à la présidentielle, nous avons un seul objectif maintenant, c'est de faire en sorte que le président Macky Sall ne réalise pas son 3e mandat et nous allons vers l'élection. Dans un contexte d'incertitude profonde quant à la suite des événements, au moins 12 des 20 candidats à la présidentielle autorisés à se présenter lors du scrutin de février ont accepté de mettre de côté leurs divergences politiques pour lutter contre le retard des élections. Anta Babacar, l'une des candidates, déclare que des contestations judiciaires et des manifestations de masse étaient sur la table. Nous, les 12 candidats de l'opposition à la présidentielle, nous avons décidé de retirer toutes les couleurs à nos partis. Il n'y a qu'une seule couleur, c'est le Sénégal. Macky Sall a atteint la limite constitutionnelle de 2 mandats au pouvoir, a déclaré avoir retardé le vote en raison d'un différend sur la liste des candidats et de corruption présumée au sein de l'organe judiciaire qui gérait la liste. Anta Babacar, qui dirige le mouvement alternatif pour la relève citoyenne et d'autres figures de la société civile, y voit une attaque sans précédent contre la tradition démocratique du Sénégal qui a vu 4 transferts de pouvoir largement pacifique via les urnes depuis son indépendance en 1960. Cela dit, il semble que de longues batailles juridiques se préparent déjà. Plusieurs figures de l'opposition ont lancé des recours en justice via le Conseil constitutionnel. L'Afrique du Sud aspire à un renouveau énergétique. Le pays qui a fait face à quelques difficultés d'approvisionnement en électricité mise sur le secteur du nucléaire pour relancer de façon efficiente ce nouveau modèle. Les détails avec Khaldin Batache. Nous sommes convaincus que le pire est derrière nous et que la fin des délestages est enfin à portée de main. Mais nous ne nous arrêterons pas là. Pour ne plus jamais être confrontés à une crise similaire, nous réformons notre système énergétique pour le rendre plus compétitif, plus durable et plus fiable à l'avenir. Un nouveau modèle énergétique afin d'en finir avec les coupures d'électricité et optimiser le fonctionnement du secteur énergétique. Le président sud-africain Ramaphosa en fait la promesse solennelle lors du discours annuel à la nation. Le pays tente en effet de donner un second souffle à son secteur énergétique et prévoit d'augmenter sa production d'énergie nucléaire. Nous devrons étendre le réseau d'environ 14 000 km au cours des 3 prochaines années. Eskom a un financement en place pour construire 1400 km, mais ce n'est pas suffisant. Nous devons être un peu plus agressifs. Ainsi, quelles que soient les interventions que nous proposerons, elles seront de nature à accroître la capacité d'Eskom d'un point de vue financier, la vitesse de déploiement. La première puissance industrielle du continent ne possède à ce jour qu'une seule centrale nucléaire. C'est aussi la seule existant sur le continent africain. Mais la centrale de Koberg, près du Cap, ne fonctionne qu'à moitié de sa capacité. Tout ce que nous pouvons faire, c'est être optimiste quant à l'obtention de l'autorisation, la prolongation de la durée de vie. Si ce n'est pas le cas, nous mettrons bien sûr en place des mesures alternatives. Bien sûr, si ce n'est pas le cas, cela signifie que nous perdrons près de 1960 MW au total. C'est la raison pour laquelle la licence a été séparée entre l'unité 1 et l'unité 2. Le gouvernement a annoncé mardi avoir lancé des discussions avec plusieurs fournisseurs potentiels pour l'acquisition de nouvelles unités de production. Il pourrait s'agir de réacteurs conventionnels ou de petits réacteurs modulaires, moins puissants, mais aussi moins coûteux. Une première mise en service est espérée à l'horizon 2032-2033, une étape importante selon le ministre de l'Électricité, car elle devrait apporter une capacité de production supplémentaire d'électricité de 2500 MW. Madame, Monsieur, merci pour votre fidélité. C'est la fin de ce 24 heures Afrique. Excellente suite des programmes sur Al24 News.